Salut tout le monde! Comme vous voyez, on s'est enfin installé dans notre bureau. Alors, il y a beaucoup de cartons, mais rassurez-vous, on va les jeter dans les poubelles recyclables. Mais on s'est enfin installé dans notre petit cocon, notre bureau qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines. J'ai enfin un bureau rien qu'à moi. Cette semaine, dans cet épisode de l'Aubry qui court, je vous aurais bien parlé de la situation un peu kafkaïenne, de l'attestation du gouvernement qui la publie, puis qui la retire, on n'y comprend plus rien. Mais non, en fait, le gouvernement en a profité pour faire une petite opération de diversion, pas vu, pas pris, sur l'UNEF, oui, le syndicat étudiant, qu'ils veulent dissoudre, rien que ça, avec une attaque groupée de toute la droite. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet et d'un combat qu'on mène de manière plus positive, entre guillemets, qui est le combat pour le droit à l'eau, et je vais vous parler du déplacement que j'ai fait dans le Var à Mazog. Et enfin, pour notre coin des Lomis, on va voir comment la Commission européenne sous-traite à des grands cabinets de conseil qui en profitent pour s'en mettre plein les fouilles. Allez, c'est parti, générique. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite polémique en islamo-gauchisme dont le gouvernement est passé maître. C'est vrai que c'est pas comme si on était en train de vivre une des pires crises sanitaires de notre histoire, une crise économique dramatique, une crise sociale en particulier pour les jeunes, non. Cette polémique, clairement, elle vient après les polémiques qu'on a eues sur les menus à la cantine, les horaires de piscine, cette semaine, financement d'une mosquée à Strasbourg. Bref, tout est bon pour détourner l'attention de la situation économique, sociale et sanitaire que nous sommes en train de vivre. Et le gouvernement, clairement, est super bon dans cette stratégie des diversions. Et cette fois-ci, c'est le syndicat UNEF qui en a fait les frais. À la suite d'une interview, je vous encourage vraiment à regarder cette interview en entier, sur Europe 1, de la présidente de l'UNEF. Elle était là pour parler de la précarité des jeunes, de leur détresse psychologique, de ces jeunes qui font la queue devant des banques alimentaires, mais elle a eu que des questions sur le fait que l'UNEF organise des réunions non mixtes, et elle a été pointée du doigt en racisme et toute autre chose. Et après, on a eu l'emballement habituel de la sphère médiatique. Donc derrière, c'est BFM qui en fait, vous savez, les petits bandeaux en bas, et puis après, ruée dans les brancards de La République en marche, les Républicains, le Rassemblement national qui, une fois de plus, on parlait de concert pour mener la chasse à l'UNEF. Et cette fois-ci, ça allait encore plus loin que d'habitude, je dirais, enfin, toutes ces attaques en islamo-gauchisme récurrentes qu'on a, puisque certains élus de droite sont allés jusqu'à demander la dissolution de l'UNEF. Ce qui est pas rien quand même, parce qu'on parle d'un des principaux syndicats étudiants. Donc ça vous donne une situation de, ok, il y a eu l'emballement. Mais en fait, de quoi on parle véritablement derrière cette interview scandaleuse de la part d'Europe 1, qui est vraiment le bas du caniveau du journalisme? On parle en réalité de réunions, de groupes de parole dans lesquels les victimes de discrimination peuvent parler des discriminations qu'elles ont subies ou qu'elles subissent. C'est assez commun, je dirais, c'est pas nouveau que ce soit organisé. C'est des espaces de sécurité où on peut libérer la parole, on peut échanger, on peut aussi se protéger. Et ça existe notamment des groupes de parole de femmes, des groupes de parole de personnes victimes de toutes sortes de discriminations, qu'elles soient basées sur le sexe, sur le handicap, etc. Et l'objectif, c'est pas d'exclure, c'est plutôt d'essayer de se protéger. Et le cadre de non-mixité, évidemment, ça ne doit pas devenir la règle, mais il est cet espace de sécurité et de protection dont je crois on a besoin. Et c'est incroyable à quel point la machine médiatique et l'emballement a été tellement fort que oui, c'est des réunions qui sont fermées aux blancs, on pointe du doigt l'UNEF pour racisme. Pardon, en fait l'UNEF c'est un des principaux syndicats et une des principales structures en France qui luttent contre le racisme. Et c'est bien parce qu'ils luttent contre le racisme qu'ils ont pris conscience de l'intériorisation aussi de ces pratiques-là et ont ouvert ces groupes de parole-là. Et le résultat, c'est que voilà, d'un côté, on pointe du doigt un syndicat antiraciste comme raciste, et de l'autre côté, sur France Inter, Marine Le Pen, elle arrive tranquillement en se présentant comme une des premières antiracistes de France. Mais franchement, on perd tous les repères. Et cette vindicte-là, elle a été lancée, amenée, orchestrée par les droites ensemble. Par les droites ensemble qui ont parlé d'une seule voix,
mais pas toute seule. Parce qu'on a bien senti la gêne aussi du Parti Socialiste, d'Olivier Faure, d'Anne Hidalgo, qui disent oui, quand même, ce que fait l'UNEF, quand même, voilà, il y a un truc qu'il faut quand même désapprouver, etc. Et c'est hyper dangereux ce qu'ils font. Parce que derrière, c'est cautionner la dénonciation d'un des principaux syndicats étudiants de France. C'est invisibiliser toute la cause qu'ils portent pour défendre la situation des étudiants, alerter sur leur niveau de précarité à l'heure actuelle, et puis surtout, c'est cautionner la stratégie actuelle du gouvernement de détruire progressivement tous les corps intermédiaires. Et on voit qu'on en fait tous les frais à un moment ou à un autre, et qu'il y a une véritable stratégie du gouvernement qui le cautionne d'une certaine manière. Alors nous, du coup, on s'est mobilisé. Vous avez peut-être vu, il y a une tribune qui est sortie dans Le Monde, qui a été signée par plus de 250 personnes, essentiellement des anciens dirigeants de l'UNEF. Vous retrouvez Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, et que j'ai signé également. Et je peux vous dire qu'en tant qu'ancienne militante de l'UNEF, j'ai été vraiment choquée par l'opération de chasse aux sorcières contre l'UNEF, par le niveau aussi de violence du débat public contre la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, qui s'est pris des torrents d'injures incroyables. Et choquée aussi qu'en 2021, on en arrive là à condamner un syndicat étudiant qui essaie d'organiser, de protéger celles et ceux qui sont victimes de discrimination. Et je crois que l'histoire pourra se souvenir de quel camp de la République, dans quel camp de la République nous nous trouvons. Et force est de constater que ceux qui visent à détruire ce champ républicain, en réalité, ce sont un groupe assez large, La République En Marche, les Républicains, le Rassemblement National et même une partie de la gauche qui jouent in fine un jeu extrêmement dangereux. Tous collectivement font le jeu de l'extrême droite, et ce qui démontre une fois de plus la nécessité de ne rien laisser passer, de ne faire tomber aucune digue. Et c'est le sens de notre réaction violente qu'on a tous eu collectivement à la France Insoumise face à cette attaque de l'UNEF. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez relayer ce combat, parce qu'on aura besoin de toutes et tous pour faire tenir ces digues de la République. Cette semaine, c'était aussi la journée internationale de l'eau, vous l'avez peut-être vu, c'était ce lundi. Une journée internationale qui marque aussi un combat pour l'accès à l'eau qui paraît une évidence. Nous, quand on arrive chez nous, on ouvre le robinet ou on tire la chasse d'eau des toilettes et puis l'eau nous paraît naturelle, mais en réalité, il y a seulement 1% de l'eau sur la planète qui est de l'eau douce, donc directement utilisable à la consommation. Et c'est une denrée qui est devenue de plus en plus rare, une ressource plutôt qui est devenue de plus en plus rare, à tel point qu'elle est maintenant même cotée en bourse aux États-Unis, et ça devient un outil de spéculation, voire d'accaparement de la part des grandes boîtes multinationales, et ce dans un contexte où en réalité on a plus d'un tiers de la population à travers le monde qui ne jouit pas d'un accès digne à l'eau, avec une eau qui est propre à la consommation, mais même en France, on a à peu près 1% de la population qui ne bénéficie pas d'une eau en toute sécurité. Puis je pense en particulier à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, où les coupures d'eau sont extrêmement fréquentes. Donc en fait, ce qu'on croit comme une évidence est en réalité menacé. Et le problème, c'est que ça touche pas tout le monde de la même manière. Et que plus l'eau se fait rare, plus elle devient un enjeu discriminant entre les plus riches et les plus pauvres. Bizarrement, les plus riches, eux, trouvent toujours de l'eau pour remplir leur piscine ou pour laver leur voiture de luxe, alors qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas une seule goutte d'eau potable. Et je vous le disais, cette situation s'aggrave dans le temps sous l'effet des sécheresses, d'une part, sous l'effet aussi de l'accaparement des ressources en eau de la part des grandes boîtes multinationales, c'est le cas de Veolia, de Nestlé, Suez, Danone, mais aussi sous l'effet de l'agriculture intensive qui utilise des ressources hyper importantes en eau et qui par ailleurs contribue au réchauffement climatique qui lui-même contribue aux sécheresses. Et donc c'est une sorte de cercle vicieux où on tire l'alerte depuis des années, mais en réalité cette question de l'eau sera un problème majeur pour le XXIe siècle. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a eu une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui propose de défendre l'eau comme un bien commun, et c'est le sens aussi de la bataille qu'on mène à la France insoumise. On le voit aussi, l'eau de manière concrète, comment elle est attaquée. Moi, je suis allée cette semaine à Mazoc dans le Var. Alors, c'est un petit village dans le haut du Var, quelques centaines d'âmes, mais qui voit son accès à l'eau et de toute la région aux alentours menacé par un projet industriel de carrière
qui va notamment accaparer, voire potentiellement polluer une partie des ressources de la nappe phréatique qui alimente jusque dans l'aire de Toulon. Bon, c'est quand même une grande ville, sans compter les risques pour la biodiversité. Et c'est aussi ces projets industriels qui concrètement menacent notre accès à l'eau, et des projets comme la carrière Amazog, il y en a beaucoup d'autres. Partout en France et partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai voulu y aller pour la Journée internationale de l'eau, pour soutenir aussi le collectif qui se bat là-bas depuis des années, pour arrêter ce projet qui n'a aucun sens, si ce n'est que l'entreprise qui est derrière fasse plus de profit, on va se dire les choses, qui est en plus un projet auquel s'opposent à peu près tous les maires locaux, toute la population locale. Donc une grande force, un grand bravo aux militants qui mènent le combat Amazog, et vous dire aussi que la résistance contre ces projets, elle démontre la nécessité de mettre la question de l'eau dans le débat public et de se battre pour faire de l'eau un bien commun, une ressource commune à protéger, à sanctuariser, j'ai envie de dire. Et c'est le sens de la mobilisation qui a été lancée côté France Insoumise, vous l'avez sans doute vu, notamment menée par ma collègue Mathilde Panot, qui mène une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, et dont l'objectif est ni plus ni moins que de constitutionnaliser le droit à l'eau, donc de protéger le droit à l'eau, qui veut dire que de fait, ça en fera une marchandise différente, pas une marchandise comme les autres, mais un bien commun qu'on protège, y compris dans la Constitution française. Et donc l'objectif, c'est de mener une votation citoyenne à laquelle je vous invite toutes et tous à participer. C'est http, on va faire ça paraître au.vote, je crois. Elle va se dérouler jusqu'au 13 avril. Et l'objectif, c'est que vous soyez le plus nombreuses et nombreux possible à participer à cette votation citoyenne pour nous redonner la parole sur ce que nous voulons faire de l'eau comme une ressource, pour la protéger dans la Constitution et rappeler à quel point c'est une ressource vitale et à quel point c'est une ressource menacée à l'heure où le gouvernement essaie de s'acheter une conscience écolo avec la la Convention citoyenne sur le climat, où Macron démontre à quel point il n'a plus aucune ambition écologique. Et bien nous, on veut remettre ce thème au cœur des débats, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette votation citoyenne, et que bientôt on pourra célébrer comme l'eau, non pas une chose qu'on s'échange sur un marché, mais bien une ressource que l'on protège, que l'on défend, parce qu'elle est si précieuse et on tend à l'oublier dans notre usage au quotidien. Dans notre coin des lobbies cette semaine, on a les Big Four, c'est Deloitte, EY, KPMG, PwC. Vous les connaissez pas, et c'est bien là tout le problème, parce qu'ils murmurent à l'oreille de la Commission européenne pour mettre en œuvre les politiques publiques, le tout payé avec notre argent, donc de l'argent public, et sans le moindre reddition des comptes, sans le moindre contrôle démocratique en réalité. Et il y a un article qui est sorti cette semaine qui révèle que entre 2016 et 2019, la Commission européenne, elle a versé pas moins de 452 millions d'euros à ces 4 cabinets de conseil. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et puis surtout, il faut regarder pourquoi elle a embauché ces cabinets de conseil. En réalité, c'est pour faire ce qu'on appelle dans le langage technocratique européen des réformes structurelles, comprendre en gros une cure bruxelloise d'amincissement des services publics dont la Commission européenne a coutume d'impulser depuis Bruxelles. Et cette histoire, en réalité, c'est vraiment un scandale, à plusieurs niveaux, au moins à 3 niveaux. D'abord, sur le plan démocratique, on a quand même des cabinets qui n'ont aucune légitimité démocratique, que vous n'avez pas élus, que la plupart vous ne connaissez même pas, et qui sont là, en gros, pour nous dire comment organiser nos services publics, la santé, la police, l'éducation, le marché du travail, alors qu'il n'y a eu aucun démocratique sur la question et aucun contrôle. Et d'ailleurs, on a vu dans le cadre de la stratégie vaccinale en France, le gouvernement, il a même sous-traité sa stratégie au cabinet McKinsey, je crois qu'il y avait aussi Accenture, qui, au passage, ne rendent de compte à personne. Deuxièmement, c'est aussi un scandale parce que, clairement, ces cabinets, ils interviennent pas en toute neutralité. Il y a des conflits d'intérêts manifestes. Par exemple, la Commission a engagé PwC, un des cabinets, pour revoir le cadre national de la fiscalité en Belgique, donc en gros pour revoir leur loi fiscale, alors que PwC
Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'eux, mais c'est eux qui sont derrière le scandale d'évasion fiscale au Luxembourg, qui s'appelle LuxLeaks. C'est eux qui avaient organisé l'évasion fiscale des multinationales, et puis derrière, la commission va leur demander de faire une réforme fiscale en Belgique. Bon, on sait très bien quel est l'intérêt de PwC. Et c'est pareil, surtout, la Commission européenne, je vous en avais déjà parlé, elle avait aussi embauché BlackRock, qui est quand même le premier gestionnaire d'actifs au niveau international au monde, qui investit dans les énergies fossiles, hein, donc les énergies polluantes. Et donc la Commission européenne les a embauchés pour mettre en œuvre des règles bancaires plus écologiques au niveau européen. Mon œil, tu penses que les gars, ils sont vraiment écolos. Et puis, troisièmement, c'est aussi un scandale parce que l'objectif, on va pas se cacher pour la Commission européenne, c'est un peu de contourner les fonctionnaires pour mieux imposer une logique de rentabilité dans nos services publics. Parce que c'est vrai, on se demande s'il faut mettre en œuvre des politiques publiques, a priori c'est plutôt le rôle de ceux qui sont payés par l'État, mais le fait d'externaliser, ça permet aussi de privatiser une partie de nos services publics. Et d'ailleurs Macron, il était assez coutumier du fait, puisqu'il avait lui aussi passé des contrats de 42 millions d'euros avec 2 cabinets privés, dans l'objectif de faire 1 milliard d'euros d'économies dans les dépenses publiques en pleine crise. Donc en gros, on a l'État qui embauche des cabinets de conseil pour leur demander de faire des économies dans les dépenses publiques et dans les services publics globalement. Et d'ailleurs, le duo de choc entre Macron et les cabinets de conseil date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu des fuites d'emails dans la campagne de Macron qui montraient qu'il y avait eu des cadres du cabinet McKinsey qui avaient été impliqués dans la campagne de Macron. Et on voit depuis le début de son quinquennat, Macron a de manière récurrente fait appel à ces cabinets de conseil qui, en quelque sorte, sont en train de remplacer l'État, de privatiser le pouvoir public français et européen, de nous confisquer notre pouvoir démocratique, nous en tant que citoyens. Et ce pouvoir, il est confié à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité et qui se retrouvent à faire la loi à notre place. Et au final, clairement, la leçon de cette histoire, c'est si on cherche des démolisseurs professionnels de services publics, clairement, ces cabinets sont les mieux placés. Et c'est pour ça que c'est un scandale aujourd'hui que la Commission européenne fasse autant appel et sous-traite autant des missions de service public à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité. Bon, en même temps, c'est sans surprise quand on connaît le manque de démocratie au niveau européen et leur certaine appétence pour les règles d'austérité. C'est la fin de ce 59e épisode de L'Aubry qui court dans notre bureau un peu mieux décoré. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager, le relayer, nous mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé, ça nous encourage. Et puis à faire des commentaires et à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur la page YouTube. Ça se passe en bas pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines parce que l'équipe va prendre des vacances et c'est bien. On est pour la baisse du temps de travail pour tout le monde, même si des vacances confinées, forcément, c'est un peu particulier pour tout le monde. Et puis après, on va travailler en séminaire d'équipe, mais on se retrouve motivés dans 2 semaines. Après aussi cette séquence de mobilisation climat, puisqu'on se quitte aujourd'hui sur la mobilisation climat face à un Macron bien un beau cancre du climat dans le cadre de sa loi Convention citoyenne sur le climat. Et sur le sujet, ça m'a fait penser à une chanson de Soufris Maracas. Si vous connaissez pas Soufris Maracas, je vous invite vraiment à les écouter, c'est assez chouette. Et il y a une chanson qui s'appelle Dis Papa, qui est un dialogue où un papa et son fils racontent, ça se passe dans le futur, avant, il y avait de l'eau, les mers étaient bleues, bref, l'époque que l'on souhaite maintenir, notre si douce et si belle planète, mais qui est en danger et qui préfigure peut-être ce que deviendra notre Terre si on ne fait rien pour la préserver. Donc voilà, une petite chanson qui est pas forcément du plus grand optimisme, mais en même temps qui est un cri d'alerte pour nous mobiliser. Allez, prenez soin de vous. J'espère que vous aussi, vous pourrez d'une manière ou d'une autre vous reposer dans cette période si difficile pour tout le monde. Et puis on se retrouve dans 2 semaines en pleine forme. Hello, t'as connu l'eau? Calme-toi mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup. Et vous savez tout? Bah oui. C'est-à-dire on pensait pas mon petit, enfin on se disait on sera plus là. Et puis depuis qu'on meurt plus, nous on va bien le nez devant nos emmerdes. Tiens. Mais c'est pas de ta faute tout ça mon petit, hein. Faut pas être triste, hein. Ah,
je suis pas triste, je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, coupeur d'insectes. Que tu vas parler sur un autre ton si je débranche ton unité centrale, hein?